Alors un petit point pour commencer, hein. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aux US et en Chine. Les autres économies ne reprennent pas grand-chose, hein. On peut voir principalement US, Chine, Japon, Germanie. Alors Germanie, c'est l'Europe, hein. Dans le monde économique, l'Europe, c'est l'Allemagne. Le reste, c'est pas important. Et UK, ça se voit aussi d'ailleurs dans les SDR de l'IMF, hein. Alors, ultra simplifié, on peut imaginer ça comme un genre de monnaie virtuelle composée de monnaies. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est dollars, euros, Chine, Japon et Angleterre, encore une fois. Et pour confirmer, hein, c'est pas pour rien qu'il y a un proverbe en économie qui dit que quand les États-Unis éternuent, le monde tombe malade, hein. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que tout ce qui se passe, ça vient des États-Unis. C'est la plus grosse économie, ceux qui ont le dollar, c'est la monnaie universelle. Donc voilà, donc je me focuserai surtout là-dessus. Mondiale au moment où ça arrive, souvent on a besoin d'un peu de recul pour bien comprendre et analyser, autant je peux t'assurer que de toutes les explications possibles, blâmer les banques centrales pour l'inflation actuelle, c'est la moins probable de toutes, hein. Alors pour réagir au point par rapport au fait que c'est pas évident d'analyser quand on est dans le feu de l'action, ok. Par contre, il y a déjà eu une inflation dans les années 60-80. Et du coup, on a eu le temps d'analyser cette inflation, hein. D'ailleurs, tu en parles dans la vidéo à un moment en disant que c'était lié au Strong Union, hein, et salaire des gens qui avaient le salaire des travailleurs. Étrangement, quand je fais des recherches dessus, je vois quand même beaucoup de mentions des politiques de la Fed dans les années 60 qui ont mis les taux à zéro pour faciliter le crédit. Ça aurait été intéressant d'expliquer que il y a quand même un certain consensus des experts sur le fait que l'inflation des années 70 était liée aux politiques accommodantes de la Fed. Il y a malheureusement pas mal de choses qui vont pas dans ta démonstration. On va les lister tranquillement. Mais la première, qui est en elle-même suffisante pour discréditer ta thèse, c'est juste le timing. La Fed lance son programme de quantitative easing en 2008 et la BCE en 2015. Pourtant, dans ces deux pays, l'inflation arrive exactement en même temps, en 2021, respectivement 13 et 6 ans après l'intervention de ces banques centrales. On pourrait aussi parler de la Banque centrale du Japon, qui expérimente le quantitative easing dès les années 2000, sans inflation, et qui remet ça en 2012, toujours sans inflation, puisqu'elle est toujours faible au Japon, à peine 2% en ce moment. Non, vraiment, si tu veux garder ta thèse d'inflation par la planche à billets des banques centrales, il faut m'expliquer ces histoires de délai. Bon alors, la question du timing, bonne question. Et je vais expliquer ici en fait d'où vient le timing. Alors les QE originellement, hein, les premiers QE qui ont été faits par la Fed, ça fait tourner la planche à billets, hein, ça imprime de l'argent pour acheter des dettes d'État. Donc et ça reste dans l'économie, dans le système économique, hein, comme la vidéo l'explique plutôt bien. Par contre, qu'est-ce qui a changé avec le QE du Covid, exactement en 2020? C'est que pour la première fois, la Fed a fait tourner la planche à billets pour acheter des corporate bonds. Donc pas des gouvernements de bonds, mais des corporate bonds. Donc grosso modo, ils ont fait tomber le coût de la monnaie pour les entreprises en plus du gouvernement. Et c'est ça qui, pour moi, a créé l'inflation. Donc on va en reparler, je pense, un peu plus dans la vidéo, un peu plus loin. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet aux entreprises d'emprunter à des taux extrêmement bas. Et typiquement, ça leur permet d'emprunter à des taux bas pour derrière acheter leur propre stock ou verser plus de dividendes. Et typiquement, ces dividendes versés, ça se retrouve dans l'économie réelle. Les gens qui sont holders ont un pouvoir d'achat plus gros et peuvent se faire plaisir. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons principales qui fait que ce QE était différent des QE d'avant. C'est que pour la première fois, la Fed a commencé à acheter des corporate bonds. Donc on le voit, il y a pas mal de... c'est vraiment avec 2020, starting corporate bond ETF 2020, donc voilà. Et d'ailleurs, à un moment dans la vidéo, tu dis que la Fed ne le fait pas. C'était le cas avant, hein, mais depuis le Covid, maintenant, la Fed le fait, hein. Et ça, c'est de l'argent qui se retrouve directement dans l'économie et qui impacte les prix de tout, en fait. Ok, je vois la nuance. Deuxième élément très important, la hausse des prix des biens immobiliers n'est pas de l'inflation. What? Acheter une maison. Alors, un petit point pour réagir par rapport au prix des maisons dans le calcul de l'inflation. Effectivement, le prix des maisons ne rentre pas dans l'inflation. Alors, c'était le cas avant, hein, mais ça ne l'est plus maintenant. Alors, je vais prendre deux exemples pour ça,
Et dans l'ordre chronologique, hein, toujours encore autour des années 70, la dernière fois qu'il y a eu de l'inflation, et ils ont eu la bonne idée que pour réduire l'inflation, il suffisait de changer la formule. Effectivement, ça marche. Alors en premier, ils ont fait un changement qui s'appelle le Quality Adjustment for New Vehicle. Donc en gros, le prix des voitures était ajusté pour l'amélioration de la qualité. C'est-à-dire que par exemple, si ta voiture un an plus tard, le même modèle, la nouvelle version, la nouvelle release, on va dire, elle avait, je sais pas, une caméra de recul en plus, ben ils disent, ah bah ouais, comme celle-là, elle a une caméra de recul en plus, plutôt que de coûter, je sais pas, 30 000 euros, on va enlever 1000 euros parce qu'il y a eu de la qualité qui a été améliorée dessus. Donc en faisant ces petits ajustements, ça permet de faire descendre dans les calculs de l'inflation le prix des voitures. Et un peu plus tard, toujours dans les années 70, hein, parce qu'il y avait de l'inflation, ils ont introduit la notion de rente équivalent concept. Donc ils ont enlevé le prix de l'immobilier et ils l'ont remplacé par le rente équivalent de concept. Donc rente équivalent de concept, c'est-à-dire tu regardes même pas le prix de loyer, tu demandes au propriétaire combien est-ce que vous estimez que vous pourriez louer votre maison. Et donc pareil, comme les gens sont toujours un peu un peu l'inflation, ils sont pas forcément au courant des tendances, ils ont tendance à sous-estimer cette mesure de l'habitation en fait. Donc ces deux ajustements ont été faits dans les années 70, la dernière fois qu'il y avait de l'inflation. Hein, d'ailleurs, c'est relativement bien détaillé hein, sur le site officiel du gouvernement américain qui calcule l'inflation. Ils expliquent la notion de quality adjustment pour les voitures. Et il y a la notion de rente équivalent aussi sur comment est-ce qu'ils font ça. Donc c'est intéressant à lire, mais bon. Le truc qui est plus intéressant, c'est qu'il y a quelques personnes qui se sont dit, bah attends, mais si on gardait l'ancienne formule où il y avait les loyers et le prix des voitures tels qu'on les paye si on va en concession, quoi, pas sans ajuster avec la qualité. Et ils ont continué en utilisant la vieille formule de l'inflation, mais en utilisant les prix d'aujourd'hui, à calculer des chiffres de l'inflation. Et c'est souvent on entend parler des shadow stats, donc c'est cela. Et si on regarde les shadow stats, là, avec la vieille formule de l'inflation et les prix d'aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%, alors que la nouvelle formule est plus proche de 10%, on va dire, en tout cas aux US. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi hein, les associations qui louent des maisons ou des appartements disent que eux, d'après leurs statistiques, les loyers ont augmenté de 15%, alors que quand tu regardes dans les statistiques du gouvernement, les loyers sont le home équivalent, hein, donc le shelter, a juste augmenté de 6%. Grâce à la magie du homme équivalent, quoi. Donc ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, hein, le prix des maisons ne rentre pas en compte dans le calcul du gouvernement, mais bon, il faut quand même que tu te loges à un moment ou à un autre, quoi. Il y aura très certainement une hausse du prix des vélos. Le gérant de la boutique fera monter le prix jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 acheteurs ayant la volonté et les moyens d'acheter les vélos disponibles. Alors je vais donner mon explication qui à mon avis est la bonne pour cette histoire des vélos, hein. Tu as 10 clients qui veulent acheter des vélos à l'usine chinoise, hein, comme tu le dis dans ta vidéo un peu plus loin, tout est fait en Chine de toute façon. Et dans ces 10 clients, il y a 5 Européens et il y a 5 Américains qui viennent de recevoir leur stimulus check qui a été envoyé par le gouvernement américain grâce à la Fed qui garde les taux bas. Qu'est-ce qui va arriver au prix des vélos maintenant que tu as 5 clients qui te disent « Ah bah attends, moi je le veux vraiment, mon vélo, j'ai vraiment envie, je suis prêt à payer 1000 $ de plus, puisque de toute façon je viens de récupérer 5000 $ cadeau là. » Faiblesse de l'offre, les moyens de production ont du mal à produire pour différentes raisons, ou est-ce qu'elle vient plutôt d'une trop forte demande? Les gens auraient... Oui, alors, de toute façon, c'est un lien entre l'offre et la demande, hein. Après, essayer de trouver un seul coupable, je pense que c'est pas la bonne idée. Pour moi, c'est un mix de demande qui a été augmentée parce qu'il y a eu beaucoup d'injections de liquidités et de stimulus des gouvernements. Et c'est ces stimulus des gouvernements qui a été possible grâce à la Fed, grâce au taux bas, hein. Mais il y a aussi effectivement l'offre qui a été réduite pour plein de raisons, hein. Le Covid qui a bloqué les chaînes de production, le climat qui fait qu'on a moins de récoltes pour la bouffe, la guerre qui fait que les prix de l'énergie sont plus grands. Enfin, il y a plein de raisons, mais pas uniquement que l'offre. Il y a quand même une demande qui a été augmentée et je pense qu'on va en parler un petit peu après.
frigo, de nourriture, d'essence, etc. Est-ce que le quantitative easing provoque de l'achat de biens et services de consommation? Ok, ouais. Non, forcément, le QE provoque l'achat de produits financiers. Voilà. Alors le QE provoque l'achat de produits financiers, ouais, on le voit là, hein, le QE Covid là, euh, qui a fait augmenter l'indice américain. Donc ça c'est le VTI, hein, c'est le total market américain, donc c'est un peu plus gros que le SP500, c'est vraiment tout le monde. On voit que juste avant le crash du Covid, était à 170 et après t'es monté à 240 quoi. Et donc penser que l'argent qui est gagné sur les marchés financiers ne va pas terminer dans l'économie. Moi, si je vois que j'ai fait plus 25% sur mes économies, bah ouais, je vais en vendre un petit peu, je vais me faire plaisir à côté. Et surtout, les dividendes que je reçois augmentent aussi, hein. Donc là, on peut regarder les dividendes. On voit bien qu'en 2021, on n'a jamais été aussi haut, hein. Dividendes et buyback, hein. Donc les buybacks, c'est surtout grâce au QE de la Fed qui a été injecté dans les compagnies en leur laissant prendre des dettes très faibles pour qu'elles puissent racheter leurs actions. Donc ça c'était plutôt cool. D'ailleurs, on voit que ça marche bien depuis la dernière crise, hein. On a bien recover quand même à chaque fois qu'il y a une crise. Après, hop, ça repart assez vite. Pareil pour les dividendes. Et donc voilà, cet argent des dividendes, typiquement, il va se retrouver dans l'économie réelle, hein. Moi, j'ai eu mon petit cadeau de dividendes chaque mois qui a bien augmenté grâce à ça. Et c'est de l'argent que je dépense dans la vie de tous les jours. Attends, peut-être que comme les épargnants gardent leur argent de côté pour le jour où ils voudront consommer, d'un coup, à cause de plein de QE, ils se sont tous dit qu'ils avaient envie de consommer? D'un coup, comme ça, en 2021, Américains comme Européens, alors que leurs banques centrales respectives remplacent leurs produits financiers par de la monnaie depuis 2008 pour l'une et 2015 pour l'autre? Oui. Alors déjà, à moins que tu puisses m'expliquer ce timing étonnant, ton explication ne tient pas. Mais Alors pour répondre à la question, tout d'un coup là comme ça, Américains, Européens, tout le monde décide de dépenser son argent. D'un seul coup, c'est assez bizarre. Pour toi, ça tient pas. Alors que dans la vidéo, un peu plus loin, tu mentionnes quand même la Great Resignation, où tout d'un coup, tout le monde s'est dit, tiens, je vais quitter mon boulot. C'est la même raison psychologique qui a fait quitter le boulot aux gens et arrêter de travailler que celle qui leur a fait dépenser leur pognon en fait et vendre peut-être des actifs qu'ils avaient en fait. Covid a fait un déclic psychologique aux gens pour dire on va appeler ça le YOLO, hein. T'as qu'une vie, il faut en profiter. Du coup, ben oui, ils ont quitté leur boulot, comme tu dis dans la vidéo, il y a eu la Great Resignation, mais aussi ils ont consommé plus qu'ils consomment d'habitude. Et ils ont le comportement a changé, ouais. Et donc, soit tu l'acknowledge à la fois pour la Great Resignation et pour le fait que les gens ont consommé plus d'un seul coup et peut-être vendu des actifs, ou alors tu l'acknowledge pour aucun en fait. Qui fait monter leur prix. c'est ça. On constate une hausse généralisée des prix des produits financiers, actions et obligations, mais dont la majorité sont des produits de dette, des obligations. Or, quand le prix d'une obligation monte, son rendement baisse. Donc, Juste pour réagir, parce que je pense que c'est très important pour que les gens comprennent que quand, quand la Fed fait du QE et imprime de l'argent et va acheter sur les marchés des obligations d'État, ça réduit le taux. Donc l'État peut emprunter à des taux plus faibles. Et c'est aussi vrai d'ailleurs pour les compagnies, hein. Comme je disais avant, la Fed achète aussi les corporate bonds des compagnies, hein. Et c'est la partie de New York de la Fed qui s'occupe de faire ça. Et les données sont publiques, hein. C'est possible d'aller voir combien de billions ils ont acheté pour garder les taux bas pendant tout le Covid, hein. Donc c'est vraiment important à comprendre que ouais, effectivement, d'un point de vue technique, le QE c'est acheter les bonds pour faire descendre les taux, pour inciter les gens à s'endetter pour aller acheter des choses derrière, soit acheter, soit faire des investissements, comme tu le dis, hein, sur le long terme, ce qui malheureusement est plus le cas aujourd'hui en fait, hein. emprunter pour financer des projets qui, jusque-là, ne rapportaient pas assez pour être rentables. Les consommateurs sont aussi incités à emprunter pour consommer. Voilà le vrai but du quantitative easing, faire baisser les taux pour provoquer de l'investissement et de la consommation. Alors le QE pour garder les taux bas, effectivement, pour inciter à consommer.
Et du coup, qu'est-ce qu'on a vu émerger durant Covid? Plein de compagnies de Buy Now, Pay Later, le nouveau moyen de paiement en fait. Alors comme la Fed garde les taux bas, il y a plein de startups qui sont apparues, de compagnies qui peuvent emprunter à des taux extrêmement bas, on va dire emprunter à 0%, et permettre aux gens de financer des achats qu'ils n'auraient pas pu se financer autrement si la Fed ne le permettait pas. Euh, donc on peut c'est même arrivé au restaurant, hein. Tu veux aller au restaurant, mais tu pourrais pas te le permettre normalement parce que si tu voulais, parce que personne n'irait emprunter de l'argent à 5%, 10% pour aller au resto. Et grâce au taux bas de la Fed du QE, tu peux aller au resto et payer sur 6 mois ton repas sans frais, quoi. Donc voilà ce qui permet aussi d'augmenter artificiellement la demande. Les taux bas permettent aux gens de s'endetter pour aller acheter aller au resto, aller en voyage ou acheter leur PlayStation 5. Et du coup, tout le monde veut acheter tout le monde veut acheter sa PlayStation 5 en même temps, et tu as un gros pic de demande qui fait monter les prix. D'ailleurs, tu peux aussi le voir dans l'immobilier, hein, surtout en Europe où il y avait des taux négatifs, hein. Euh, je crois que c'était au Portugal, il me semble de mémoire, qu'il y avait des taux à moins 1% à un moment. Forcément, quand tu dis aux gens, bah écoute, tu peux faire un crédit pour acheter ta maison et te remboursera moins que ce que tu as emprunté, forcément ça pousse les gens à aller acheter et du coup tu as plus de demandes. Et encore une fois, tout ça, c'est uniquement dû au taux très faible des crédits qui sont possibles grâce à la Fed qui imprime pour garder les taux bas. Elle fixe les taux courts, oui, les taux directeurs auxquels les banques et personne d'autre empruntent en J pour remboursement en J+1. Et aussi le taux de rémunération de l'épargne des banques, toujours à échéance J+1, hein, le jour pour le lendemain. Mais en forçant les sociétés de gestion à retourner acheter des obligations avec un remboursement prévu pour dans 5, 10, 20 ans, elles font grimper les prix de ces obligations-là et donc baisser les taux de ces maturités-là. Alors un petit point là-dessus, hein, mais la Fed peut directement aller acheter sur les dates de maturité un peu plus longues, hein. C'est d'ailleurs la différence entre le QE et le Yield Curve Control, hein. Euh, ils peuvent directement avec leur desk aller acheter des bonds qui maturent à 20 ou 30 ans. Si le QE devait permettre l'investissement et la consommation par le crédit, pourquoi on n'a vu aucune reprise économique massive depuis 2008 aux US et 2015 en Europe? Alors, il est là, hein, ta recovery. Je sais pas pourquoi tu la vois pas, mais depuis le QE là, tu as la Great Financial Crisis là, 2009 où le stock. Cette fois-ci, j'ai pris le SPY, hein, le SP 500. J'ai quand même l'impression qu'il y a une belle recovery. Enfin, je suis pas spécialiste, mais t'étais à quoi? T'étais à 80. Aujourd'hui, t'es à 400. J'ai l'impression qu'il y a quand même une belle recovery, hein. Surtout depuis le mars 2020 là, tu vois, t'es passé de. Ça faudrait que je zoome un peu, mais bon, tu le vois sur le graphique, quoi. Autrement, tu peux aussi le voir sur le prix des maisons, hein. Tu vois, la crise financière, là, c'est tombé. J'ai l'impression qu'on a quand même bien recover. Après, t'es peut-être pas forcément d'accord là-dessus, mais il est là, hein. Ton Q, il a quand même bien marché, quoi. Après, tu n'as pas vu d'inflation, encore une fois, toujours pour la même raison. Parce que le QE, c'est dans l'économie de marché, donc c'est sur les actions principalement, tout ce qui est spéculatif, quoi, on va dire, tout ce qui est investissement, ta maison, etc. Ce qui a changé en 2020, c'est qu'il y a eu les stimulus fiscaux qui, eux, injectent l'argent dans l'économie réelle. C'est pour ça que ce QE qui a permis au gouvernement de faire du stimulus fiscal en gardant les taux bas a eu un impact sur l'inflation, contrairement au QE d'avant qui eux sont restés sur l'économie que je dirais virtuelle de spéculation, quoi. Mais ils ont quand même bien marché, hein, jusqu'avant, quoi. Tiens, si tu avais acheté au bas de ta crise financière, tu aurais été content des résultats du QE. Rappel, hein, les États-Unis sont de loin le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite. Ah ouais. Donc forcément, tant que les US n'ont pas réouvert leurs puits, on va rester en mode plus de demandes que d'offres, donc prix élevé. Alors ouais, c'est un point intéressant. Tiens, on va vite fait parler des puits de pétrole américains. Alors ouais, ils ont dû fermer quand le pétrole est descendu. Et par contre, il n'y a pas de plan réellement de les ouvrir, hein, de nouveau. Il faut bien comprendre qu'il y a globalement une tendance écologie
qui fait que tout ce qui est, les investisseurs ne veulent plus investir dans tout ce qui est le pétrole ou les énergies, on va dire, fossiles. Et du coup, les compagnies pétrolières aussi revoient les plans. Et comme ce que je disais, c'est que vu qu'il y a vu qu'ils sont pas sûrs du futur, de toutes les choses qui viennent de climate change, et ils ont aussi décidé de changer leur capital allocation stratégie, donc leur allocation d'argent. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ils investissent plus pour créer de nouveaux puits, parce qu'ils veulent pas, ils veulent pas se faire boycotter par les investisseurs, et surtout, ils veulent pas finir en prison. Et du coup, ils investissent plus pour forer de nouveaux puits de pétrole, mais juste tous les bénéfices qu'ils font là sur les ventes de pétrole, ça retourne dans les poches des actionnaires, puisque de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire d'autre. Et quand je dis aller en prison, c'est très simple. Donc en 2000, c'était quoi, 2019, 2018? Ouais, 2019. Joe Biden a fait une déclaration publique disant il faudrait mettre en prison les gens des exécutifs dans les compagnies qui cherchent du pétrole, qui font des puits de pétrole. Du coup, tous les gens qui travaillent dans ces grosses compagnies pétrole, gaz, etc., sentent bien la pression des gouvernements pour ne plus faire de nouveaux puits. Donc, il y a peu de chances que l'offre augmente, en tout cas du côté des États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que Biden demande régulièrement à OPEC d'augmenter la production. C'est parce que lui, il veut pas l'augmenter aux États-Unis. Donc, c'est pas aussi simple que les compagnies veulent pas le faire parce qu'elles sont méchantes, mais c'est aussi le fait que il y a une grosse pression pour ne plus faire de nouveaux puits. Et du coup, le prix du pétrole et du gaz risque de rester élevé encore un certain temps. Vient normalement de Russie, mais Poutine a coupé les vannes. Ouais. Du coup, pression sur la production et les chaînes logistiques, hausse des prix. Il faut aussi mentionner qu'en plus des effets réels d'offres et de demandes sur les marchés de l'énergie, il y a très certainement des effets spéculatifs qui accentuent les mouvements de prix. On en a... Alors oui, il y a sûrement un effet spéculatif sur tout ce qui est commodities, pas forcément que le pétrole, mais aussi le gaz, le blé, etc. Et cette spéculation, elle est possible grâce à la Fed qui garde les taux bas. En tout cas, elle n'est pas possible, mais elle est, on va dire, augmentée par les taux bas de la Fed. C'est-à-dire que moi, je peux aller emprunter de l'argent à quasiment 0% pour les spéculer sur le marché en sachant qu'il y a quand même de grandes chances que je fasse plus que 0%, quoi. S'il fallait que j'aille emprunter à 10%, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois ou peut-être que ça vaudrait pas le risque, quoi. Mais donc voilà, il y a aussi cet effet qui se coule des taux bas qui aide la spéculation et qui du coup impacte les prix réels. Qui te montre l'ampleur des confinements toujours en cours aujourd'hui à cause du Covid. Comme tu peux le constater, si l'Europe ne confine plus, c'est pas la norme ailleurs dans le monde. En Chine notamment, le confinement est toujours très présent. Donc chaîne de production qui marche pas à fond parce que les gens peuvent pas aller bosser. Bon alors un petit point, c'est une parenthèse sur les lockdowns, les gens peuvent plus aller bosser. En réalité, c'est pas aussi bisounours que ça, hein. Les gens, ils sont enfermés dans leurs usines pour bosser en fait. Donc il y a plusieurs compagnies, hein. J'ai googlé rapidement deux trois trucs, ça m'a sorti Tesla et les semi-conducteurs. Là où il y a le plus de monde, en fait, les entreprises vont pas laisser les gens chez eux juste à rien faire, hein. Donc les gens sont dans l'usine, ils dorment dans l'usine, ils bossent 15 heures par jour et ils sont payés une misère, hein. Mais bon, c'est rien à voir avec l'inflation, mais bon, c'était la petite info cadeau parenthèse. Commandes à traiter, ce sont les puces électroniques qu'on retrouve partout. Machine à laver, grille-pain, voiture, PC et évidemment PlayStation 5, toujours introuvable. God of War Ragnarok en novembre. Mais où sont les PS5? Alors j'ai été te trouver sur eBay quelques PlayStation 5. Principe de offre et demande, hein. Comme il n'y a pas beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, les prix sont probablement plus élevés que ce que tu t'attendais. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors, à un point de vue mondial, hein, tu seras sûrement en compétition avec des Américains qui ont reçu leur stimulus check grâce au QE de la Fed à prêter au gouvernement de manière illimitée.
Mais bon, je veux juste te souhaiter bon courage, mais elles sont là. Il suffit d'y mettre le prix. Ouais. Donc ça veut dire que si Poutine décide de ne pas exporter, en plus de l'Ukraine qui ne peut pas non plus, il peut faire de sérieux dégâts. Alors, une petite parenthèse, hein, c'est pas directement lié au topic, mais dire que Poutine peut faire des dégâts s'il décide d'arrêter d'exporter, peut-être que le problème originel, c'est que l'Allemagne ait choisi de dépendre complètement de la Russie. Et peut-être que faudrait regarder un petit peu pourquoi leur ancien Premier ministre, dans les années 2010, euh, a complètement switché de politique et a stoppé le nucléaire pour choisir de dépendre que de la Russie, et qui maintenant il est employé par une société de gaz russe et payé des millions par an. Enfin bon, ça c'est une petite parenthèse, hein, mais bon, dire que c'est de la faute à Poutine qui coupe le gaz, c'est peut-être aussi de la faute à l'Allemagne et à l'Europe en général d'avoir choisi de dépendre que d'un seul provider et qu'une seule énergie, surtout quand avant il y avait l'énergie nucléaire qui était là et qui aurait pu être une solution bien plus viable sur le long terme. Mais bon, petite parenthèse. Qu'on ne les rend pas plus riches. En tout cas, pas directement. Après, comme ça fait monter le prix des produits financiers, ça augmente quand même la richesse de ceux qui en possèdent. Mais bref. Bon, je l'ai déjà dit avant, hein, mais effectivement, hein, le QE qui fait monter les assets financières et du coup, comment ça se transmet dans l'économie? Bah ouais, comme tu le dis, moi du coup je suis plus riche, j'ai eu un bon gros dividende et je peux aller acheter ma PlayStation 5 plus cher parce que grâce au QE, j'ai eu mon petit dividende cadeau en 2021. Donc là, tu es en train de dire que les États ont aidé les gens dans la galère, ils leur ont filé un peu plus de pouvoir d'achat qu'avant le Covid, ils en profitent pour consommer plus, et ce seraient eux les coupables? Les pauvres devraient redevenir pauvres et arrêter de consommer pour que l'inflation diminue? C'est là où le sujet devient très politique. Si tu as des gens qui meurent de faim, que tu leur donnes de la monnaie pour qu'ils achètent du pain, mais qu'il n'y a pas assez de pain, le prix du pain va monter, inflation. Mais est-ce que tu vas considérer que... Bon, alors on peut regarder ce que les gens ont fait avec l'argent qu'ils ont reçu du gouvernement qui a été possible grâce au QE, grâce à deux ETF, hein, le Consumer Staple et Consumer Discretionary. Et donc pour comprendre ça, il faut quand même expliquer rapidement. Donc discretionary, c'est produits et services non essentiels. Donc c'est ce qui est désirable quand les gens ont de l'argent. Donc resto, fun, voiture, ta PlayStation 5 par exemple. Et contraste, le staple, c'est essentiel. Donc on va dire c'est la bouffe, quoi. Et donc en regardant l'évolution de ces deux trackers à la suite de la recovery du Covid et de l'injection des stimulus fiscaux du gouvernement rendus possibles grâce au QE, on voit que ce qui a vraiment décollé, c'est le discretionary parce que les gens avaient trop d'argent de côté, plus que ce qu'ils ont habituellement. Et du coup, ils ont été se faire plaisir, ils ont acheté leur PlayStation 5 ou plein de trucs sur Amazon. Donc voilà, donc ça permet de voir un petit peu en fait où l'argent est parti. De demande dans cette histoire. Les plans de soutien aux entreprises et aux populations pendant et après le Covid ont permis de soutenir la demande, ce qui participe à renforcer le différentiel offre-demande et donc participe à l'inflation. Ouais, alors c'est un petit peu facile de dire que si les gouvernements n'avaient pas dépensé pour aider les entreprises, il y aurait eu moins d'inflation. Euh, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas de emergency saving. Euh, on dit tout le temps aux gens, il faut avoir un peu de cash de côté si tu perds ton boulot, si tu as un imprévu. Par contre, les sociétés ne le font pas. Donc j'ai trouvé ce graphe avant Covid. On voit que déjà les buybacks avaient bien augmenté en fait. Donc si les sociétés, plutôt que de dépenser leur cash pour faire du buyback ou des dividendes, avaient mis ce cash de côté pour les jours pluvieux, ils auraient pu gérer le Covid sans aide de l'État et sans créer d'inflation en fait. D'ailleurs, il y a des compagnies qui l'ont fait. Je me souviens avoir vu sur les compagnies aériennes, c'était, je sais plus comment elle s'appelait. Mais il y avait une compagnie qui avait expliqué que elle n'avait pas de problème au début de Covid. Elle avait fait beaucoup de communication là-dessus pour rassurer les investisseurs.
expliquant que de toute façon, ils avaient pas mal de cash de côté qu'ils avaient prévu pour les jours moins bons, quoi. Alors que les autres avaient plutôt dépensé ça en buyback ou en dividende, quoi. Donc de dire que c'est le rôle de l'État d'être là pour donner de l'argent quand les compagnies, eux, n'ont pas prévu d'argent de côté pour les jours mauvais, ça me paraît un peu simple quand même. C'est-à-dire, si toi, demain, tu as besoin d'argent, est-ce que l'État va venir te faire un bail-out? Non, et on va t'expliquer, bah oui, bah écoute, il fallait mettre de l'argent de côté, mais par contre, pour les compagnies, ça marche pas pareil. Mais est-ce que la situation n'aurait pas été pire sans ce soutien de la demande? Est-ce que de l'inflation, c'est pas mieux que des entreprises en faillite et des gens à la rue? Alors c'est probablement impossible à répondre et puis c'est trop politique de toute façon. Par contre, c'est effectivement toujours ce que la Fed sort pour expliquer toutes ces actions, hein. Ils ont deux mandats, la Fed, donc c'est inflation stable, mais aussi un taux d'emploiement maximal, ouais. Et donc à chaque fois qu'ils commencent à imprimer à gogo, ou alors qu'ils luttent pas réellement contre l'inflation, et ils viennent te dire, bah oui, mais c'est parce que c'est pour mon deuxième mandat, il faut que je fasse très attention à garder tout le monde, il faut que tout le monde ait un travail. Donc savoir lequel est le mieux, c'est trop politique et trop compliqué, mais c'est effectivement l'argument qui est sorti constamment par la Fed. Sociétés de gestion qui placent l'épargne de ceux qui ont les moyens d'épargner et des banques privées qui créent la monnaie acceptent de prêter. Elles reçoivent en échange des produits financiers qu'on appelle des obligations. Celles-ci sont revendables si besoin sur un marché de l'occasion. Elles sont l'équivalent d'un contrat de prêt avec une date de remboursement et un taux d'intérêt marqué dessus. Phase 3. Une banque centrale achète sur le marché de l'occasion une partie de ses obligations avec de la monnaie créée pour l'occasion. C'est ce qu'on appelle du quantitative easing. Bon, alors c'est bien compliqué, hein, tout ce schéma avec les banques, la banque centrale, etc., où tu as l'impression que c'est des entités indépendantes. Par contre, si on regarde la Fed, c'est quoi la Fed américaine? Ça n'appartient pas au gouvernement, hein, donc ça, que ça soit bien clair. Not part of the federal government. C'est une entité privée pour le service du public. Donc c'est une entité privée, hein, qui est comme une société à des shareholders, etc. Qui sont les shareholders de la Fed? C'est les banques qui opèrent dans la même région. Donc par exemple, les shareholders de la Fed de New York, ça va être les plus grosses banques à New York, de Wall Street, etc. Et il y a aussi des accords, hein. Les banques sont obligées de fournir des bids et d'acheter ou de vendre, on va dire, ce que la Fed leur demande de faire. Et donc ça, c'était le lien Fed-banque, hein, au final, on voit qu'il y a quand même, c'est quand même un lien assez bizarre. Et le lien Fed-gouvernement, donc on dit bien, attention, la Fed ne fait pas partie du gouvernement, hein. D'ailleurs, on dit souvent que il y a une seule personne qui est au-dessus du président des US, qui est le CEO de la Fed, enfin le chairman de la Fed, parce que justement, il ne reçoit pas d'ordre du gouvernement. En réalité, c'est main dans la main, et c'est ça le problème. En fait, la Fed fait du QE pour permettre au gouvernement d'emprunter à des taux proches de zéro tout le temps, quoi. On peut voir par exemple Janet Yellen, qui est comment dire ça, la chef du Trésor américain, donc pour le gouvernement. C'est l'ancienne CEO de la Fed, tout simplement. Et c'est relativement souvent comme ça, en fait, des liens entre le gouvernement et la Fed, quoi. Donc, en théorie, sur le papier, on va bien t'expliquer que la Fed est indépendante du gouvernement et qui est aussi là pour, entre guillemets, ne pas monétiser la dette du gouvernement. En réalité, la Fed, quand le gouvernement demande d'imprimer, la Fed imprime et garde les taux bas pour que le gouvernement puisse dépenser sans compter. Et c'est justement ces gouvernements, ces stimulus fiscaux du gouvernement qui, pour moi, ont créé vraiment une inflation en 2020, alors que les QE d'avant étaient des stimulus financiers uniquement dans le système bancaire et du coup n'avaient pas créé d'inflation. L'idée, c'est de dire que si les banques centrales n'avaient pas fait de QE, les États n'auraient pas pu emprunter à des taux d'intérêt très bas comme ils l'ont fait. Donc là, ils n'auraient peut-être pas voulu trop emprunter et donc ils n'auraient pas pu soutenir les gens et les entreprises au niveau où ils l'ont fait.
et donc on aurait eu sûrement plus de gens et d'entreprises en galère, mais peut-être moins d'inflation. Bon, alors encore une fois, pour expliquer le timing, hein, pourquoi ce QE-là a eu un impact plus gros sur l'inflation que les autres. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce QE-là? Il y a eu aussi un stimulus fiscal en fait. Stimulus fiscal, c'est-à-dire que ça vient du gouvernement et pas de la Fed, hein. Après, les deux sont moins dans la main, hein. Je rappellerai que la secrétaire au Trésor américain, c'est l'ancien patron de la Fed, hein, Janet Yellen. Donc, la Fed a permis au gouvernement d'emprunter à pas cher en gardant les taux bas, que tu expliques bien dans la vidéo, en permettant au gouvernement de garder les taux bas et d'imprimer de l'argent et de l'envoyer aux gens. En fait, tu as transféré de l'argent du QE dans l'économie réelle. Et donc là, on voit bien les dates, hein. Ça, il n'y avait pas eu ça dans les QE d'avant, d'envoyer de l'hélicoptère money directement de l'argent aux gens, en fait. Là, ton QE a, et on va dire, un enabler pour que le gouvernement fasse du stimulus fiscal. Syndicat balèze et pas de chômage, c'est clairement pas ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, inflation par la boucle prix-salaire, pas très crédible, non? Bah, c'est pas si sûr. Avant, Bon alors, pas de chômage ou d'union ou d'augmentation des rates. Je sais pas où tu vois ça parce que actuellement aux États-Unis c'est un record high. Il y a 2 jobs ouverts pour chaque personne qui cherche du boulot. On n'a jamais vu ça. Euh, le fund rate il est en train de remonter. C'est une des remontées les plus rapides qu'on a jamais vu aussi, je pense, de mémoire. Et euh, partout il y a des unions qui sont en train de se faire, hein. Donc voilà, peut-être qu'en France c'est pas le cas, mais en tout cas aux États-Unis c'est le cas. Et encore une fois, c'est les États-Unis le plus important. ça, faisons un petit arrêt historique. L'inflation par la boucle prix-salaire, c'est l'explication classique de ce qui s'est passé dans les années 60-70. Syndicat très fort, plus Étrangement, quand je fais des recherches dessus, je vois quand même beaucoup de mentions des politiques de la Fed dans les années 60 qui ont mis les taux à zéro pour faciliter le crédit. Ça aurait été intéressant d'expliquer que il y a quand même un certain consensus des experts sur le fait que l'inflation des années 70 était liée aux politiques accommodantes de la Fed. exemple. On a vu et on voit encore la Great Resignation aux États-Unis et en Europe, où certains travailleurs décident de quitter leur emploi pour cause de manque de considération, de manque de sécurité en pleine pandémie, de métiers qui n'ont aucun sens ou aussi de salaires trop faibles. La discrimination des travailleurs dans ces secteurs n'est pas complètement expliquée. On pense que les aides financières fournies par les gouvernements en pleine pandémie ont permis à ces personnes de démissionner sans trop craindre de perdre leur logement et leur sécurité alimentaire. Alors oui, très probablement, hein, les stimulus fiscaux, on va les appeler stimulus fiscaux, ont probablement permis aux gens de quitter leur emploi. Mais du coup, ça serait bien aussi d'acknowledger que ces stimulus fiscaux ont permis aux gens à ce même moment de se décider de s'amuser plus dans la vie et d'acheter plein de trucs, quoi. Euh, Encore une fois, hein, d'où la question que tu avais au début de la vidéo sur le timing qui est bizarre. Bah oui, bah en fait, c'est le même timing pour la Great Resignation et pour le début d'inflation, hein. Les gens se sont rendus compte que fuck it, il faut mieux se faire plaisir et voilà. Et quand je dis investissement, ici je veux dire investissement réel, pas d'achat de bitcoin ou de produits financiers déjà existants. Investissement réel, ça veut dire construction d'usines, de routes, de ponts, embauche de travailleurs, etc. La consommation et Tiens, parlant de l'investissement des usines, alors comment ça se passe en réalité? Euh, Personne va investir, hein, pour faire des usines en Europe ou aux US. Le seul moyen d'avoir les compagnies qui fassent des usines dans ces pays-là, c'est que le gouvernement leur donne de l'argent en fait. Euh, Encore une fois, des stimulus fiscaux. Donc là, il n'y a pas longtemps, il y a eu le CHIP Act aux US avec on va dire une loi qui donne des billions empruntés par le gouvernement à des taux bas grâce à la Fed, hein, encore une fois, toujours grâce à la Fed, pour que derrière les compagnies aillent dépenser aussi quelques billions pour construire les usines. Alors il y a pas mal de gens qui ont été creusés un petit peu. Et d'ailleurs, les compagnies, hein, pour ces usines ont clairement dit, nous, si on n'a pas le pognon de l'État, on ne viendra pas les faire ici, hein. Donc ça y est, finalement, c'est passé.
l'État va s'endetter, l'État va aller demander à la Fed d'imprimer un peu d'argent pour garder les taux à zéro. L'État va emprunter cet argent, va le donner aux compagnies, va en plus leur faire des tax breaks, tout ce qu'il faut vraiment aux petits oignons, hein. Tax crédit, de l'argent en direct. Tout ça sponsorisé par les taux bas de la Fed. Et en fait, quand les gens creusent un petit peu, on voit que les compagnies vont dépenser moins que ce qu'elles vont recevoir. Et du coup, cet argent qui va être en plus sur leur trésorerie va être utilisé pour quoi? Je sais pas, par exemple, faire encore du buyback ou du dividende. Et cet argent de buyback ou de dividende, il va se retrouver, lui, dans l'économie réelle, hein. Les actions Nvidia, les dividendes Nvidia, eux, les porteurs, ils vont utiliser cet argent dans l'économie réelle pour acheter leur PlayStation 5. Donc là, par exemple, on voit Nvidia, au Covid, l'action était à 50. On est monté à un plus haut de 300, allez, on va dire 350. Depuis, la Fed a quand même bien mis le frein en remontant un petit peu les rates pour essayer de freiner cette inflation. On voit que ça, c'est en train de se calmer. Mais même aujourd'hui, on est encore à 160, donc 3 fois plus que 2020. Donc c'est quand même, on voit quand même qu'il y a, c'est dur de dire qu'il n'y a pas d'argent qui a été injecté quand tu vois ça, ou même quand je montrais tout à l'heure le SPY ou VTI, d'ailleurs c'est le cas partout, quoi. Donc voilà, donc ces nouvelles usines qui normalement seraient payées pas par des injections de la Fed. En fait, comment est-ce que l'argent de la Fed se retrouve dans ces nouvelles usines? C'est simplement que l'argent de la Fed est donné au gouvernement et le gouvernement l'injecte dans l'économie réelle pour payer pour les usines, pour payer un prix plus élevé que ce que coûte réellement, et le reste se retrouve dans la poche des actionnaires et du coup dans l'économie réelle et crée cette inflation. Et de trésorerie des entreprises. Donc, les seules planches à billets réellement connectées à l'économie réelle pour le moment, hein, les banques centrales pourraient très bien se brancher là si elles le souhaitaient, mais pour le moment, contraintes légales dictées par une idéologie néolibérale, elles ne le font pas. Bref. Elles ne le font pas, elles ne le faisaient pas avant, hein, mais comme je l'ai déjà montré avant, elles le font depuis le Covid 2020, qui répond aussi à la question du tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça avec les QE d'avant? Le timing est bizarre. Non, non, le timing il est nickel, hein. Euh, Depuis 2020, comme j'ai montré avant, la Fed commence à acheter les corporate bonds. Est-ce que si les entreprises peuvent monter leur prix, ça ne veut pas dire que les gens ont trop d'argent, trop d'épargne? Qu'est-ce que ça veut dire, trop d'épargne? Qu'est-ce que ça veut dire que trop d'épargne? Eh ben, ça veut dire ça. Ça veut dire un pic du saving rate à 30%, alors qu'historiquement, tu es moins de 15%. Tu as depuis 2010, voilà, tu es à 7% de saving rate, donc tu arrives à sauver 7% de ton salaire. Et là, tout d'un coup, Covid arrive, et hop, tu as un saving rate qui jump à 30%. Euh, qui vient de tous les stimulus injectés par les gouvernements, payés par la planche à billets de la Fed avec les taux à 0%. Donc voilà ce que ça veut dire que trop d'épargne. C'est assez visuel, je pense. En faisant ça, le prêteur ne gagne plus 43,70 €, mais seulement 25,10 €. Presque 2 fois moins que quand l'inflation était stable. Bon là, pas grand-chose à ajouter, mais effectivement, ouais, l'inflation est plutôt bonne pour les personnes qui sont endettées et mauvaise pour les personnes qui prêtent. Je pense que c'est assez bien expliqué. Et c'est du coup aussi pour ça que l'inflation est plutôt bonne pour les gouvernements, parce que du coup ils ont moins à rembourser. Et par contre, comme c'est aussi bien expliqué, ce qui est important, c'est les attentes, les expectations sur l'inflation en fait. Parce que un pic va permettre effectivement d'avoir un petit peu moins à rembourser la dette future, mais si l'inflation commence à être constante, du coup les prêteurs demanderont aussi des taux plus élevés et du coup tu perds davantage. Ça veut dire que si les prêteurs s'attendent à plus d'inflation, ils vont monter leurs taux. D'accord, mais alors, c'est quoi la logique? Pourquoi la hausse des taux provoquerait un ralentissement de l'inflation? Comment disait? Dans ce but, les banques centrales vont choisir, via l'augmentation des taux d'intérêt, de faire baisser le PIB et donc d'augmenter le chômage. Donc attends, pour lutter contre l'inflation, les banques centrales mettent une claque à l'économie. C'est ça la méthode? Ouais, alors effectivement, une récession permettrait de calmer l'inflation parce que du coup, avec la récession, tu fais réduire la demande
et du coup tu reviens à un niveau de demande-offre stable. Parce que comme je pense c'était expliqué, tu peux pas facilement faire changer l'offre, hein. Tu vas pas construire des usines en 3 semaines, quoi. Par contre, ce que tu peux faire, ce que tu peux impacter immédiatement, c'est la demande. Et c'est la même chose qui a été faite pour créer l'inflation, en fait, en faisant du stimulus, en faisant du QE pour permettre des stimulus un peu partout. Tu as boosté la demande et tu as créé l'inflation. Et la récession peut détruire cette demande et ramener l'inflation dans un niveau plus acceptable. Donc après, donc ça c'est la vision récession. Après, ce que la Fed et ce que les banques centrales essayent de vendre, hein, c'est un soft landing où tu arrives à calmer l'inflation sans récession. Alors ça c'est voilà le monde de bisounours, hein, tout le monde est heureux, tout le monde gagne. Il y a de moins en moins de gens qui sont optimistes sur ce possible soft landing, hein. On le voit avec le temps qui passe, les nouvelles. Mais oui, il faut une récession pour calmer la demande et du coup calmer l'inflation, qui encore une fois était principalement liée au pic de demande. Financier déjà existant, rien de concret pour l'économie réelle, pas de nouvelles usines, pas de nouveaux services, pas de nouvelles productions, juste des prix de choses abstraites qu'on ne consomme pas, qui bougent. Donc on pourrait très bien dire que la monnaie épargnée sort du circuit de l'économie réelle. Elle s'en va ailleurs pour soit dormir, soit faire quelque chose qui n'a pas d'importance pour ce qui nous intéresse. Alors effectivement, hein, toute cette monnaie imprimée, elle dort, elle sort de l'économie, c'est ce qu'on voit avec la vitesse de la monnaie. Donc on voit hein, depuis pas mal de temps, déjà depuis les QE d'avant et même ce Q-là, l'argent est de moins en moins rapide, bouge de moins en moins. Ouais, il va juste dormir en fait sur le compte des plus riches, hein, des billionnaires, des millionnaires, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu plein de news pendant le Covid sur le fait que les plus riches étaient devenus encore plus riches. Et heureusement qu'ils ne dépensent pas, hein, parce que avoir 600 milliards sur son compte ou 300 milliards, l'argent il dort, il bouge pas, donc ça fait pas trop d'inflation et c'est ça aussi qui nous sauve, qui fait qu'il n'y a pas eu tant d'inflation que ça malgré tout ce qui a été imprimé en fait. J'ai pas l'impression que la baisse du chômage et les taux de croissance délirants aient fait la une des journaux récemment, si? On passait de 0,25 en mars dernier à 2,25% aujourd'hui. En Europe, la BCE a monté ses taux de 0 à 0,5% au mois de juillet. Et la Bank of England a commencé la remontée de ses taux dès décembre 2021 de 0,1%. Ils sont aujourd'hui rendus à 1,25%. Ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales britanniques et des États-Unis ont davantage peur d'une inflation qui s'installerait de manière durable, tandis que la BCE, elle, a plus tendance à interpréter l'inflation au sein de sa zone monétaire comme un phénomène passager. Ouais, alors c'est un petit peu réducteur hein, de dire que l'Europe, enfin la Banque Centrale Européenne est la dernière à monter les taux parce qu'ils pensaient plus que c'était transitoire. Plutôt le vrai souci de la Banque Centrale Européenne, c'est que leur taux directeur va impacter les pays de manière différente. Et il y a un gros problème qui est que l'Allemagne, tous les pays n'en prennent pas aujourd'hui au même taux. Donc l'Allemagne est à 1,39, hein, le bon élève, comme je disais tout à l'heure, de toute façon l'Europe c'est l'Allemagne. Et après on voit l'Italie emprunte à 3,68, l'Espagne 2,58, avec des spreads quand même assez élevés. Donc le spread c'est la différence par rapport à la référence qui est l'Allemagne. Et ça, c'est confirmé par les nouvelles qui sont sorties cet été, là, été 2022, que la Banque Centrale Européenne va créer un nouvel outil pour calmer les spreads des bonds. Et donc on en sait un peu plus, c'est un bond buying plan, donc ils vont acheter des dettes de pays. Ils vont sûrement acheter des dettes de pays du Sud hein, pour essayer de réduire un petit peu ce bond. Mais encore une fois, hein, pour acheter des dettes, ils vont encore devoir imprimer de la monnaie. Donc ils sont un petit peu bloqués par à la fois essayer de calmer le spread et augmenter les taux. De toute façon, comme à chaque fois avec la Banque Centrale Européenne, à chaque fois que ça parle de nouvel outil, ça va encore à la fin dévaluer juste la monnaie, dévaluer encore l'euro qui va perdre encore un peu plus par rapport au dollar à mon avis. Donc là, le problème, c'est de casser les anticipations inflationnistes des gens qui fixent les prix dans les entreprises. Ah bah bon courage. Eh ben non, c'est pas compliqué, la solution des banques centrales est toujours la même. On casse les anticipations d'inflation via une réduction de l'activité économique. La hausse des prix n'est possible que si les ventes ne s'effondrent pas. Et les ventes ne s'effondrent pas parce que la consommation, la demande reste importante. Si on casse la demande avec des taux élevés, on fait diminuer les ventes, les entreprises ne vendent plus tout ce qu'elles produisent et les anticipations d'inflation disparaissent.
Bon, je me rends compte qu'il est déjà un peu tard, donc je vais pas continuer à faire le détail minute par minute. Juste exposer un petit peu ma vision. C'est que la Fed a quand même une grosse partie responsable de l'inflation et surtout grâce en fait au QE. QE qui, comme j'expliquais, il y a eu cette fois-ci en 2020, c'était la première fois le QE pour les compagnies, hein, acheter la dette des compagnies pour être sûr que les compagnies puissent garder une dette assez faible et derrière utiliser cet argent pour faire des buybacks ou augmenter les dividendes, enfin ce qu'ils veulent, hein, mais jamais vraiment repartir dans dans le vrai investissement qui produirait de la vraie valeur. Il y a eu aussi en 2020, donc, qui n'était pas dans les QE d'avant, les stimulus fiscaux du gouvernement, qui étaient possibles grâce au fait que le gouvernement emprunte à un taux ridicule, parce que la Fed imprime l'argent qu'il faut pour le gouvernement, hein. Donc j'ai parlé des liens entre le gouvernement et la Fed, hein, mais bon ça... Historiquement, c'était censé être indépendant, mais aujourd'hui, on voit bien que le chairman de la Fed finit ensuite au gouvernement, chef du Trésor, donc a priori, tout va bien, ça choque personne. Donc oui, ils ont aussi acheté des crédits pour les maisons, hein, les fameux MBS, donc ça ils les achetaient déjà avant et c'est pour ça que depuis 2008-2009 le prix des maisons ne fait que monter, hein. Merci la Fed pour garder les taux encore une fois extrêmement bas pour que tout le monde puisse aller s'endetter un peu plus pour faire monter le prix des maisons. J'ai pas parlé des PPP loans ou en France comment ils ont appelé ça, les prêts garantis par l'État. Alors les PPP loans, c'était des prêts garantis par l'État, hein, c'est un stimulus fiscal. Ça s'appelle un crédit, mais en fait c'est un crédit qui est pardonnable automatiquement si le montant est assez bas. Moins de 150 000 $, c'était automatiquement pardonné, hein. Donc il y a eu énormément de triche là-dessus. Alors c'était de l'argent donné gratuitement à tous les petits business. Et tu pouvais demander plusieurs millions. Et donc, étrangement, quand on regarde la création des petits business, hein, des small business, dès qu'il y a eu cette offre pour que les small business puissent avoir de l'argent gratuit du gouvernement imprimé par la Fed, c'est bizarre, il y a eu du jour au lendemain 2 fois plus de petits business qui ont été créés. Et en fait, donc il y a beaucoup de rapports qui ont été faits, hein. Il y a il y a eu beaucoup de fraudes. Un exemple, c'était un CPA, donc c'est un accountant, donc comment ça s'appelle, un comptable qui faisait les papiers pour que les gens puissent le même jour créer leur small business et aller prendre le loan qui va avec, hein, donc, et il y avait quasiment aucune vérification. Le but étant toujours de maximiser en fait l'aide aux gens et après plus tard essayer de récupérer ça s'il y avait fraude. Donc là, il commence à investiguer un petit peu ces fraudes, mais il y a eu beaucoup d'argent qui a été imprimé et transféré dans la vraie économie avec tous ces stimulus fiscaux. D'ailleurs, les PPP loans, c'est marrant parce que en ce moment, il y a tous les dossiers qui tombent sur les politiques. Et donc la Maison Blanche a sorti les dossiers des politiques du camp adverse qui avaient pris des PPP loans. On peut aller regarder rapidement, hein. Donc en voilà une qui a réussi à se faire pardonner 183 000 $, hein. Donc hop, un loan forgiven, donc c'est vraiment de l'argent gratos, hein. Un autre qui s'est fait pardonner combien? 2,3 millions. Un autre qui s'est fait pardonner combien? 1,4 million. Bon, enfin, on pourrait en passer, ça pourrait nous occuper une vidéo de plusieurs jours, hein. Surtout si on fait les fakes, il y a des exemples assez sympas, des gens qui sont achetés des voitures de sport, des maisons, avec des millions de PPP loans complètement fake. Et tout ça a été possible grâce à la Fed qui fait du QE pour garder les taux bas, pour permettre au gouvernement d'emprunter à 0% et de distribuer cet argent dans l'économie réelle. D'ailleurs, c'est expliqué par la Fed. Je vais essayer de retrouver la vidéo et de la mettre juste après. Bon, j'ai retrouvé la vidéo de la Fed qui ont été à la télé américaine pour rassurer tout le monde en disant qu'ils allaient imprimer à gogo. J'ai essayé de la mettre, mais je me suis fait copyright, donc il faut la trouver vous-même sur YouTube. Je vais essayer de mettre un petit extrait, on verra si ça passe quand même. This past Sunday, the Fed dropped interest rates nearly to zero. Then, every day last week, it announced emergency lending programs.
Can you characterize everything that the Fed has done this past week as essentially flooding the system with money? Yes, exactly. And there's no end to your ability to do that? There is no end to our ability to do that.